Bonjour à tous et bienvenue ici donc pour cette première leçon concernant ici votre livre sur l'installation de chantier et les grues. On va commencer ici cette première leçon et ce premier cours sur ce qui s'appelle les travaux préparatoires. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par les travaux préparatoires? On entend ici l'installation de chantier. Alors de manière générale, une installation de chantier, dans sa définition, c'est ce qui s'appelle l'aménagement de votre futur chantier avant le démarrage des travaux. Donc c'est un travail de préparation et de planification avant le début de nos travaux. Alors, il faut savoir que cette installation de chantier est décrite dans un cahier des charges qui est type au chantier dans lequel on va travailler et on va essayer de construire. Donc c'est pas le même cahier des charges pour une maison unifamiliale que pour un pont ou par exemple un building de 40 étages. Donc, tout est fait en fonction du chantier futur à exécuter. Alors, comment est-ce que représente cette phase de planification de manière budgétaire? Alors, on essaye souvent de donner un ordre d'idée qui va de 2,2 à 8,2%. Alors, ces pourcentages, forcément, sont déjà dans une fourchette assez large parce qu'il est difficile de donner une valeur précise et réelle par rapport au chantier qu'on va rencontrer. Donc, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est de voir en premier lieu qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette phase de planification. Alors dans cette phase de planification, on va retrouver en premier lieu ce qui s'appelle un PIC. Un PIC, P-I-C, c'est un plan d'installation de chantier, dans lequel on essaiera de placer un maximum de renseignements possibles, variés et divers. Où sont implantées les voiries existantes? Est-ce qu'il y a une déviation? Où sont les possibilités d'une zone de stockage? Quid en termes de sécurité? Est-ce qu'il faut une zone médicalisée ou pas? Est-ce qu'il y a une zone de lavage des camions ou pas? Enfin, toute la partie logistique générale de votre futur chantier sera en partie aussi insérée à l'intérieur de ce plan d'installation de chantier. Alors quel est le rôle de cette installation de chantier? Alors son rôle, il y en a trois. Le premier, c'est pour effectuer cette installation de chantier, il faut l'organiser. Organiser le chantier pour que le déroulement de celui-ci se fasse de la meilleure manière possible. Alors pour ça, on est obligé de passer par un phénomène de communication entre les différents sous-traitants qui interviennent et qui interagissent sur notre chantier. Alors il faut essayer donc de respecter les délais, il faut essayer que les personnes soient là à temps, que la logistique soit la moins contraignante pour le domaine public, à savoir les voiries ou autres, et donc il faut essayer de faire preuve le plus possible d'une notion diplomatique dans la communication. Alors il faut essayer de maximiser, comme on dit, les espaces et essayer de prendre chaque espace libre sur vos chantiers, notamment quand c'est un chantier urbain, pour essayer de placer dessus les zones de stockage, les zones où on place le matériel, les zones où il y a une phase d'attente, les arrivées de camions, etc. Alors quand on est vraiment dans un chantier urbain sur une taille un petit peu plus grande comme celle-ci, vous voyez que chaque espace est vraiment consacré à reprendre les éléments un par un. On voit ici l'emplacement de la grue tour, on voit ici des puits, on voit ici les baraquements de chantier, on voit ici des containers, on voit ici une première grue à treillis, avec ici un grappin. Donc vous voyez, quand on est ici dans un milieu urbain, ça devient plus compliqué. Après, on peut encore aller chercher des tailles encore un petit peu plus grandes. Quand vous regardez ici, ceci, quand on visualise des chantiers sur des plans d'installation de chantier qui sont très importants, on voit notamment ici une zone d'étanchéité de 5000 m². Ou par exemple là-bas, une zone de marbre de 3160 m². Alors ça, vous allez me dire, c'est vraiment des capacités de stockage énormissimes, je suis d'accord avec vous. Mais l'important, c'est de voir que ces plans d'installation de chantier sont réservés à des bâtiments qui sont un peu plus importants, notamment celui-ci, le centre de convention au Qatar, à Doha. Donc là, on voit clairement que par rapport au bâtiment, on est dans une installation de chantier qui est complètement différente d'un chantier au milieu urbain, notamment au niveau budgétaire, mais au niveau timing et au niveau espacement sur le chantier. Le deuxième rôle de l'installation de chantier, c'est d'ordonner votre chantier pour essayer d'éviter le plus possible de faire ce qui s'appelle le double emploi. Donc essayer de le maximiser au plus possible vis-à-vis du temps et du timing. Donc ça demande une planification en amont pour essayer de diminuer les temps unitaires. Donc vous voyez ici vos temps unitaires, il faut essayer de les rendre les plus faibles possibles. Quel est l'avantage par rapport à l'entreprise, l'entrepreneur et l'ensemble des intervenants dans le chantier? C'est d'essayer de donner une vitrine de qualité par rapport à ça et d'amener une notion de sécurité par rapport au client, que ce soit une stabilité par rapport au temps, une stabilité de la maîtrise des coûts. Il y a plusieurs paramètres qui interviennent là-dessus. Alors, le troisième rôle de cette installation de chantier, c'est de positionner exactement les éléments et d'effectuer les raccords avec
les impétrants qui se situent déjà dans les trottoirs et sous les routes pour pouvoir faire les raccords le mieux possible. Donc vous voyez qu'ici, les principaux raccords qu'on va faire, c'est le gaz, l'eau et l'électricité. Et chacun de ces éléments respecte un code de couleur. Donc on le voit que le bleu c'est pour l'eau, le jaune c'est pour le gaz, rouge la plupart du temps l'électricité, et les autres couleurs pour d'autres éléments qui interviennent sur le chantier. Alors, une fois qu'on a compris le rôle de cette installation de chantier, on va essayer de visualiser maintenant quels sont les éléments qui interviendraient dans les phases d'exécution et de planification du chantier dont on devrait faire notion au préalable dans le plan d'installation de chantier. Alors dans votre ouvrage, vous avez ici en 4 colonnes quasi l'entièreté des éléments qu'on va retrouver ici sur le plan d'installation de chantier de manière générale, du point de vue de la localisation et des fonctions des postes. Vous avez donc ici en premier lieu les engins de levage, en deuxième lieu les postes de bétonnage, en troisième lieu les aires de préfabrication, en quatrième les aires de ferraillage, etc., etc. Donc on va reprendre ici plus ou moins le premier et le deuxième pour vous donner déjà ce dont je parle ici dans cette localisation. Donc la première c'est les engins de levage. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une grue tour, encadrée ici en rouge, une grue à montage rapide, une GMR, encadrée en bleu, qui se monte et se démonte toute seule, et enfin une grue télescopique. Vous avez encore la possibilité d'avoir une grue à treillis, que je n'ai pas encore représentée ici, qui aurait pu être impliquée là-dedans. Donc en deuxième information qu'on retrouvera ici, c'est la localisation. Donc là, quand on travaillera avec des grues, on implantera ces grues de telle manière à ce qu'elles rayonnent le plus possible sur le bâtiment, pour que on n'ait pas de nécessité d'aide ponctuelle par des grues mobiles ou autre chose. Et la fonction principale de ces éléments, ça reste, comme on le voit, la manutention des éléments. Alors comme vous le voyez, vous allez me dire, monsieur, quand on est ici avec une grue qui est propre à des bâtiments qui sont relativement hauts, comment ça se passe? Alors je vous prends ici un exemple, dans la ville de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, sur le grand boulevard, qui est le grand boulevard de Sheikh Zayed Road, donc est un énorme boulevard à 7 voies de circulation dans chaque sens, et vous avez ici un bâtiment qui est relativement haut, avec aussi un deuxième bâtiment à coller. Là, en fait, on ne peut pas installer des grues tours l'une à côté de l'autre avec un bras qui est horizontal. Pourquoi? À un moment donné, vous allez venir buter dans les bâtiments voisins puisqu'ils sont proches l'un de l'autre. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des grues à flèches relevables dont le fût se situe à l'intérieur du bâtiment. Donc on le voit ici, on a des poutrelles métalliques qui permettent de soutenir et d'encadrer le mât de la grue que l'on voit ici. Et tout en bas de ce mât de fût de grue, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait une cellule qui compose un groupe hydraulique à l'aide d'un piston qui va pousser en fait chaque élément du fût de la grue pour élever cette grue au fur et à mesure de la montée de votre bâtiment. Donc ça c'est une possibilité. Et donc par rapport à ces grues, l'avantage qu'elles ont c'est qu'elles supportent quand même suffisamment de charge en manutention et l'encombrement de la flèche que vous voyez ici n'est pas important quand on regarde sa distance horizontale. Elle est très haute, certes, mais de toute façon, on monte au fur et à mesure du bâtiment, et l'encombrement horizontal est très faible. Ça ici l'avantage de notre système. Alors petite particularité ici, notamment sur ce bâtiment aux Émirats Arabes Unis, lors d'une visite personnelle sur ce bâtiment, en fait, j'ai observé ici une réservation que vous voyez encadrée en jaune, à l'intérieur même d'appartements futurs qui allaient être implantés. Et en fait, cette réservation-ci sert simplement à pouvoir créer des chambres de visite ou des boîtes de dérivation du point de vue de l'électricité pour répondre à la demande du client qui, au fur et à mesure du temps, change d'avis un peu constamment et contrarier, je vais y arriver, les plans vis-à-vis de l'architecte et de l'entrepreneur. Et donc on se laisse, comme vous le voyez ici, une bande de réservation pour pouvoir répondre à la demande de modification du client. S'il veut sa chambre d'un côté ou la cuisine, il la modifie dans un sens ou dans l'autre, ce chemin est fait pour cette modification. Deuxième poste que vous voyez qui est le poste de bétonnage, on l'a vu donc ici dans la première partie du cours sur les camions mixeurs, comme vous le voyez, les centrales à béton propre au chantier, et enfin les camions mixeurs ici avec toupie. Alors je vous prends ici un exemple du point de vue d'une installation de chantier.
d'un élément donc, qui est un petit peu plus particulier en béton, qui est ici, et qui est la bibliothèque de l'EPFL. Alors l'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, qui se situe au bord du lac Léman. Et en fait, cette bibliothèque, comme vous le voyez, ce n'est pas une déformation d'image, c'est une bibliothèque qui est un bâtiment courbe. Donc les planchers sont, comme vous le voyez, suspendus dans le vide. Donc ça a été réalisé par le bureau d'études japonais, SANA, qui a été inauguré en 2010. Donc c'est maintenant ce qui s'appelle le Rolex Learning Center. Donc ça a été sponsorisé par la marque de montre Rolex. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas une illusion d'optique, c'est que vos planchers sont, comme vous le voyez, suspendus. Donc il n'y a absolument rien qui est droit. On voit ici en bas le plan de calpinage, donc chaque fois des dalles de coffrage. Et pourquoi est-ce que j'ai fait intervenir ce bâtiment? Parce qu'en fait, dans le plan d'installation de chantier, il était prévu que, en phase de bétonnage du plancher, qui est relativement conséquent, hein, vous le voyez, c'est quand même une dalle qui fait au-delà de 40 cm d'épaisseur, on a dû faire appel à plusieurs centrales à béton pour qu'elles tournent 24 heures sur 24, non-stop, pendant plusieurs jours, et qui sont entièrement dédicacées à la phase de coulage de ce plancher qui doit être réalisé en une phase de bétonnage. Sinon, ça deviendrait un petit peu plus compliqué. Donc voilà à quoi ressemble cette bibliothèque qui est excessivement jolie, excessivement fonctionnelle, avec ici des illustrations, vous voyez, où même les vitrages sont courbes, et vous avez des zones de travail ici à certains endroits. Alors, le troisième élément important que je voulais vous montrer sur les différents éléments qu'on positionne sur le plan d'installation de chantier, c'est le repérage des impétrants. Donc vous le voyez, on a les réseaux dits de gaz à haute pression avec les bornes jaunes. On a ici l'eau avec les bornes ici incendie. Et enfin, la distribution électrique qui est ici. Le but principal, comme vous voyez, c'est alimenter les postes. Point de vue électricité, c'est pour faire marcher les machines, les grues ou n'importe quoi. L'incendie, c'est en cas de problème, si on a besoin d'une nécessité d'eau. Et enfin, les balises jaunes, c'est pour ne pas creuser à certains endroits proches de l'élément. Alors, par rapport maintenant à ce qui s'appelle l'installation de chantier proprement dit, vous voyez qu'ici, j'ai réalisé plus ou moins 10 étapes. Il y a une 11e qui n'est pas matérialisée là-dessus, qui concerne les déchets. C'est pas une étape proprement dit en soi dans l'installation, mais ça reste aussi un élément à prendre en compte lors de l'installation de chantier. Alors on va les voir de manière assez rapide et brève pour vous faire comprendre les différentes étapes. La première que vous voyez ici, c'est l'implantation de protection vis-à-vis des plantations qui devraient être sauvegardées. Alors soit on place une série de chaises en bois comme ceci, ou alors on peut placer un encadrement, un fourreau de bois les uns autour des autres. Alors si par contre on ne doit pas les conserver, mais par contre on doit les enlever, on fait appel, comme vous le voyez ici, à des petites débroussailleuses, soit manuelles, soit tractées, ou alors auto-tractées complètes à l'aide vraiment d'une machine un petit peu plus importante. Alors après, on doit maintenant, comme vous le voyez, créer des voies d'accès. Alors ces voies d'accès, il y a trois types. Les voies d'accès par rapport aux véhicules lourds qui viendraient sur le chantier, par rapport aux piétons qui, eux, font partie de la voie du domaine public, et donc on doit leur faire une passerelle ou autre si on creuse dans les domaines publics, tels que par exemple les trottoirs. Et enfin, proprement dit, le domaine public, où là on doit mettre une fiche signalétique propre pour expliquer ce que l'on fait. Alors ces voies d'accès et chemins par rapport aux véhicules lourds, souvent on reste avec des empierrements de 32,56 en diamètre équivalent pour éviter que les camions ne viennent s'embourber dans les remblais qu'on peut par exemple placer pour les voies d'accès au chantier. Alors toujours, ces éléments seront posés sur un géotextile pour éviter en fait qu'il y ait un percement et donc un mix entre cette terre et ces graviers. Pour cet empierrement, on tourne aux alentours des 15 à 20 euros. Il faut comprendre ça au TVA, c'est plus ou moins la moyenne générale ici que vous aurez en Belgique. Pour ce qui est donc des piétons, vous le voyez, soit c'est des passerelles dites métalliques avec garde-corps, ou alors c'est simplement, la plupart du temps, des multiplex en 22 mm qui sont posés sur l'excavation et qui empêchent aux piétons de venir tomber à l'intérieur de l'excavation telle qu'elle. Alors, la plupart du temps, ça peut être posé ou pas sur le textile, c'est quand même beaucoup plus rare, sauf si vous êtes vraiment dans un remblaiement avec un empierrement qui est plus petit, puisque bon, on avait du 32,56 pour des camions, pour des piétons, on ne va pas leur tordre leur cheville avec un diamètre pareil, on va prendre un diamètre un peu plus petit qui est du 4,16, largement assez.
Alors il y a des passerelles, bon, vous allez me dire un petit peu plus aussi farfelues. Bon, ça c'est pas tellement propre à l'installation de chantier, c'est plus anecdotique. Comme vous le voyez ici, cette passerelle est une passerelle qui existe réellement. Donc c'est une passerelle qui existe dans la ville de Purmerend, pardon, dans la banlieue nord d'Amsterdam, où en fait c'est une passerelle qui permet le passage dans un petit canal de bateau, ici, où en fait la passerelle cycliste se coupe en deux, ici en son milieu, et la partie donc ici est tourne et pivote autour de cet axe pour aller se ranger ici, et la partie ouest pivote dans l'axe qu'on voit derrière la passerelle, juste ici, pour laisser passer les bateaux. Alors, le troisième lieu, comme vous le voyez, c'est le domaine public. Donc, comment est-ce qu'on crée par rapport à ces voies d'accès l'information par rapport au domaine public? Ben, on est obligé de créer une balistique claire, bien établie, avec une fiche explicative parfois, où on voit toujours les interdictions de stationner, les sens de voie de circulation, et bien montré, comme par le petit bonhomme, qu'on est en travaux, tout simplement. Alors, l'emplacement de la grue, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut renseigner sa fiche signalétique complète, donc à savoir les longueurs de flèches, son emplacement, ses rayons de giration, ses stabilisateurs. Est-ce que c'est contrepoids avec simplement un fût qui est mis en contrepoids en périphérie ou simplement par les pieds? Donc tous ces éléments-là doivent être bien expliqués sur votre plan d'installation de chantier dans le rôle même qu'a cette installation de chantier pour votre futur bâtiment. Alors si maintenant vous êtes trop juste au niveau de la taille propre de votre grue, alors là on n'a pas le choix. On est obligé, comme vous le voyez, d'ancrer la grue ici à votre bâtiment. Alors on le verra dans les chapitres concernant les grues qu'il existe des hauteurs propres et variables pour chacun des modèles de grue tour, à quelle hauteur on doit venir faire les ancrages. Qu'est-ce qui va déterminer les hauteurs d'ancrage? C'est la force du vent. C'est ça qui va déterminer à quelle hauteur on va remettre des accroches d'ancrage sur bâtiment. Ici on est dans la City à Londres où on a, comme vous le voyez ici, le Tower Bridge, avec la Tamise qui est située ici. Et dans ce bâtiment-ci, donc c'était une Terex Comedil à flèche relevable, comme vous le voyez là-bas. Et en fait, on est monté jusqu'à 317 mètres possible là-dessus. C'est la hauteur de la grue qui est relativement importante par rapport à l'élément qui est situé là-dessus. Alors vous allez me dire, ouais, 317 mètres, c'est déjà énorme. Bon, quand on regarde ici les hauteurs des bâtiments qui sont propres et telles quelles là-dessus, on est quand même relativement bas par rapport ici au Burj Dubaï. Maintenant, bon, c'est l'ancien nom, le Burj Dubaï, puisqu'il a été renommé en 2009 comme étant le Burj Khalifa et qui culmine donc ici à 828 mètres. Je sais bien qu'ici, on est dans une nouvelle ère où on va dépasser les 1000 mètres pour les buildings. Donc il y a quelques projets qui sont en train d'essayer d'être effectués, surtout au Moyen-Orient, pour pouvoir passer cette barre symbolique des 1000 mètres. Vous le voyez ici, donc cinquième point, c'est les clôtures. Donc pour pouvoir fermer et bien délimiter votre chantier par rapport à à votre chantier, donc bien délimiter votre chantier du domaine public, donc ça c'est vraiment essentiel. Comment est-ce qu'on le fait pour le délimiter? On utilise la plupart du temps des clôtures, soit métalliques que vous voyez ici, soit des clôtures en plastique, comme ceci, ou alors des plastiques renforcés ajourés, qui sont ici des structures très légères qu'on déroule au fur et à mesure des excavations. Alors celles qu'on rencontre le plus souvent sur les chantiers, c'est les métalliques. Donc c'est très facile de les implanter, vous le voyez ici. On a des petits plots en béton qu'on pose, on vient afficher ici un des montants, l'autre montant. Comment est-ce qu'on assemble les deux barrières l'une à l'autre? Vous le voyez par une attache ici qu'il suffit de venir clipser et serrer. Donc vous voyez, par rapport à cette attache, vous avez juste à tourner une et l'autre. Quand elle est passée de l'autre côté, vous resserrez à la clé et tout est finalisé. Alors forcément sur ces panneaux, qu'est-ce qu'on retrouve ici, sur ces clôtures? On retrouve surtout les panneaux qui montrent clairement que c'est interdit de venir sur le chantier pour des raisons d'assurance et de sécurité bien évidemment, ou alors vous retrouvez, comme vous le voyez ici, toute une série d'éléments qui montrent que c'est nécessaire de pouvoir avoir des protections concernant les chaussures, les lunettes, les gants, les harnais ou autre chose pour empêcher d'avoir quelque accident que ce soit sur votre chantier. Alors si vous êtes en milieu urbain et que la nuit vous avez des risques de vol ou même en journée et qu'il y a des entrées qui sont beaucoup trop nombreuses par rapport à la protection même du matériel sur chantier, on est obligé parfois de faire appel à des sociétés de gardiennage qui vous autorisent
d'avoir une normalement assurance qu'un minimum de dégâts soit fait en dehors des périodes de travail traditionnelles sur votre chantier. Alors concernant ces hauteurs, il faut savoir que les assurances obligent au minimum à avoir des hauteurs de clôture de minimum 1,80 à 2 mètres pour donner une difficulté d'accès si on souhaite passer au-delà. Et si nécessaire, bien évidemment, fermer au cadenas pour vraiment bien délimiter que cela était nécessaire d'empêcher quiconque de rentrer en dehors des périodes de travail et qui n'a rien à faire dessus, sur votre chantier. Alors, sixième point, c'est l'information par rapport au public, de manière générale. Donc, chacun, vous, moi ou n'importe quelle personne, paye des taxes à l'État et ces taxes permettent le financement de projets communautaires. Donc, pour ça, quand il y a un domaine divers qui est nécessaire, qu'il est nécessaire d'effectuer un travail dans un domaine divers communautaire, ben, on doit dans ce cas-là faire ce qui s'appelle une information publique, où on fait un panneau de chantier et on donne le maximum d'informations possible. Vous le voyez ici, dans la ville de Herve, dans la région donc de Liège, vous l'avez ici, donc les informations qui sont données sur d'abord les adresses de chantier, le gestionnaire de manière générale, le maître d'ouvrage, l'auteur de projet et le financement, puisque ces taxes servent à payer en partie le financement par rapport à cela. Et enfin l'entrepreneur. Alors là, vous allez me dire, est-ce qu'ils sont tous de cette manière-là, avec la même signalétique? Non. On essaye le plus possible d'avoir une signalétique commune, mais bon, vous voyez, ici c'est encore un autre chantier qui a été réalisé il y a quelques années, où on a l'adresse du chantier, c'est l'abbaye du Rouge-Cloître à Auderghem, ici près de Bruxelles, où on a la description claire qui est la restauration de l'enceinte, où on a les budgets, où on a le maître d'œuvre, le coordinateur sécurité, l'entrepreneur et le budget général et global avec ici, normalement, les débuts et normalement les fins de travaux aussi qui sont finalisés là-dessus sur le panneau. En septième lieu, sur cette station de chantier, vous allez avoir les baraques de chantier où vous avez donc là-dedans les personnes qui peuvent se réunir pour des réunions de chantier, pour des rendez-vous, pour la lecture de plans, pour la discussion avec des sous-traitants, etc. Ces locaux donc doivent respecter le règlement général à la protection du travail et vous devez normalement aussi pouvoir accueillir les personnes, les travailleurs quand vraiment il fait vraiment trop mauvais et que il y a une phase d'attente par rapport au temps où la phase de travail est complètement au point mort. Donc il y a aussi, comme on le voit, les genres de cabines pour les besoins pressants, comme on dit, qui sont aussi nécessaires sur chantier. Alors une phase aussi importante, et ça c'est vraiment un point qui est essentiel sur l'installation de chantier que je voulais mettre ici en évidence avec les personnes ici sur cette leçon, c'est les raccordements. Alors les raccordements, on les fait toujours par rapport à des impétrants. Les impétrants sont les conduits donc d'eau, de gaz, d'électricité, etc., des distributions ou autres. Et donc, quand vous avez votre plan d'installation de chantier, il est important de connaître précisément où passent ces conduites pour pouvoir se repiquer dessus. Alors, comme on le voit ici, il y a une première prémisse ici d'information qui a été engagée il y a d'ici déjà quelques années sur le site internet clim-cicc.be, où là on retrouve normalement une information générale et globale sur les différentes sociétés qui gèrent les impétrants et qui vous donnent normalement l'implantation exacte des impétrants à l'endroit où vous le demandez. Alors s'il n'y a toujours pas d'information par rapport à cette première étape qui est l'information sur ce site internet, il faut alors se renseigner auprès des communes, voir si eux ont des informations à vous donner là-dessus. S'ils n'en ont pas, il faut alors directement s'adresser aux compagnies. Les compagnies comme Resa, la Société Wallonne des Eaux, la CIL, Fluxis, Electrabel, peu importe. Il y a toute une série d'informations qui doivent vous être données. Lesquelles? Les deux principales, c'est H et D. H, c'est quoi? C'est la profondeur d'enfouissement de la conduite, et D, le diamètre de cette conduite, notamment quand c'est les conduites d'eau. Une autre information que je n'ai pas surprésentée sur ce schéma, c'est la distance par rapport aux façades des bâtiments à rue. On dit, voilà, la conduite est à 65 cm, à 1,20 m par rapport à la façade, et le diamètre de la conduite fait, j'invente, 45 cm. Donc ça, ce sont des informations qui sont essentielles, parce que sans ça, vous allez creuser et casser des câbles ou des conduites qui n'auraient pas dû l'être. Donc pour ça, alors, si vraiment il y a un risque possible qu'on n'a vraiment pas d'informations sur l'implantation de ces conduites et de ces impétrants, on fait ce qui s'appelle un DIU aussi. Un DIU, c'est un dossier d'intervention ultérieure qui donne plus ou moins une idée de ce qu'on fait si, à un moment donné, il y a un problème et il y a un accident. Si, il y a, je sais pas moi,
le mini-pelle qui vient avec son pic et qui casse à un moment donné et qui vient percuter un câble électrique, qu'est-ce qu'on fait? On doit respecter une certaine étape qui dit d'abord on prend contact avec les autorités compétentes, on isole la conduite, on fait attention, on met un balisage clair et net, on appelle les pompiers, tout ça doit être vraiment clairement établi dans le dossier d'intervention ultérieure. Alors maintenant, vous allez me dire, visuellement parlant, on sait s'y retrouver des fois sur certaines informations concernant les impétrants. Je vous accorde, visuellement parlant, on a les câbles à haute tension avec les pylônes, les bornes incendie, c'est les bornes rouges, et par les bornes de gaz à haute pression, c'est les grosses bornes jaunes avec un lettrage et un numéro qui est attribué dessus. Alors qui doit se renseigner sur les possibilités d'implantation des impétrants? C'est l'entrepreneur, puisque c'est lui qui a la tâche dans la réalisation des travaux. Il faut qu'il fasse vraiment attention par rapport à la demande, s'il n'a pas suffisamment de renseignements, qu'il montre qu'il a pris le maximum d'informations possibles au préalable, auprès des compagnies, qu'il n'a pas eu l'information requise, parce que les assurances ne le rembourseraient pas si, à un moment donné, l'entrepreneur fait le travail, et puis, boum, s'il y a une conduite qui casse, et qui, à un moment donné, provoque des dégâts autres que simples sur son chantier. Donc là, il faut toujours que les demandes soient effectuées par recommandé pour montrer une preuve de demande d'information auprès des assurances, et de telle manière, on sait exactement si, oui ou non, l'entrepreneur a fait le job jusqu'au bout, qui est la plupart du temps le cas. Bien se renseigner s'il y a un changement de plan possible ou pas, et pour avoir la dernière version possible. Alors vous allez me dire, est-ce que ça arrive vraiment des cas spécifiques où il y a des conduites d'eau qui cassent? Regardez, l'année passée, en 2017 à Saint-Josse, vous avez ici une conduite de canalisation qui a claqué et qui en fait a fouillé le sol, et donc a vraiment lavé le sol qui est en dessous de la chaussée et a créé des trous complets dans la chaussée, et il n'y a plus rien qui tenait. Donc là vous voyez que ça existe et c'est tout à fait possible. On a un cas plus malheureux ici, il y a déjà presque maintenant une quinzaine d'années, qui est la Guilanguin, donc je reviens sur ce slide-ci, où vous aviez une conduite de gaz à haute pression qui a explosé et qui a engendré une colonne de feu de plus de 100 mètres de haut et qui a provoqué donc quelques morts. Donc là vous voyez que c'est quelque chose à prendre en considération de manière efficace. Alors prévoir aussi dans l'installation de chantier les éclairages par des ballons éclairants LED ou des spots. Ça peut être aussi des spots qui sont implantés sur les fûts des grues et qui éclairent de manière générale à gauche à droite votre chantier. Si vous travaillez donc juste à côté en maison mitoyen ou en bâtiment mitoyen avec des possibilités de risque d'excavation ou des reprises de sous-œuvre, etc., il faut toujours réaliser un état des lieux. Donc il faut établir un état des lieux avant, pendant les travaux et après les travaux. Pourquoi est-ce qu'on le fait avant? C'est pour savoir dans quel état sont les bâtiments voisins avant de commencer à faire quoi que ce soit. Au milieu, c'est pour voir si le bâtiment a bougé ou s'il y a eu des apparitions de fissures pendant la phase d'exécution des travaux. C'est ce qu'on appelle le recollement. Et enfin, l'état des lieux à la fin pour voir si, oui ou non, on a effectué les travaux de manière correcte sans donner de dégâts aux éléments aux alentours. Si c'est le cas, on regarde par rapport à l'état des lieux avant et au milieu pour voir quels sont les dégâts, pouvoir chiffrer et mettre alors sur place un suivi de réparation de fissures ou de dégâts engendrés au bâtiment voisin. Alors, le dernier point que je vous ai montré ici, donc, ce qui concerne les déchets. Donc là aussi, ce n'est pas une des étapes de l'installation de chantier, mais il faut quand même le prévoir de manière générale. Donc c'est le 11e et dernier point, c'est la gestion des déchets. Donc, la plupart du temps, les déchets sont évacués vers les centres d'enfouissement technique. Alors, quelles sont ces classes d'enfouissement technique? Donc quels déchets est-ce qu'ils reçoivent? Il y en a 4. Le premier, c'est les industriels dangereux non toxiques. Le deuxième, c'est les industriels non toxiques et non dangereux. Le troisième, c'est les inertes, c'est ceux qu'on rencontre quasi le plus dans la construction. Et en fait, le 4, c'est les déchets industriels non toxiques et destinés à l'usage exclusif du producteur de déchets. Donc vous voyez que là, nous, la plupart du temps, on restera en classe 3 dans les déchets inertes. Alors combien coûte de manière générale un container? Il faut savoir que ça dépend si c'est un container qui a une contenance faible ou pas. Ça va donc, comme vous le voyez, de 8 à 18 mètres cubes. Et ça dépend aussi vers quoi il est destiné. Donc si ce sont des classes 2, les déchets verts, les classes 3 avec du béton armé, ou des terres et bricaillons en classe 3. Donc ça dépend vraiment ce que vous voulez mettre dans votre container.
Donc là, j'ai vraiment essayé de rester, je vais y arriver, essayer de rester sur une idée plus ou moins globale. Et vous voyez que donc entre 220 et 740 euros, c'est l'idée globale qu'on pourrait se donner sur un prix TVA compris. Il faut rajouter à cela les 50 à 60 euros de livraison. Pourquoi est-ce qu'ici en classe 3, j'ai pas des contenances de 15 à 18 mètres cubes? Parce que forcément les poids volumiques des déchets en classe 3 sont plus importants que les masses volumiques des déchets verts ou des déchets en classe 2. C'est juste pour ça que vous n'avez pas des 15 et 18 mètres cubes en déchets classe 3. Alors, donc, si on doit maintenant conclure de manière générale sur le rôle et tout ce qui implique une installation de chantier correctement pensée, c'est qu'en fait, si une installation de chantier est vraiment bien pensée et finalisée dès le départ, à la base, dans le projet, on minimise en fait les pertes de temps sur chantier. Forcément, c'est rare d'avoir un chantier qui roule à 150%, mais on essaye le plus possible de diminuer ces risques. Ça, c'est la première chose. Et une chose qui est de plus en plus importante sur le chantier, c'est la notion de sécurité des personnes dont les gestionnaires et les conducteurs ont la charge. Et essayer de se prémunir de tout risque du point de vue de la santé, des chutes, des dégâts matériels, des dégâts par rapport à la santé des gens et des ouvriers, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et comme vous le voyez sur la photo, il y a quand même quelques touristes parfois qui sont représentés sur le domaine de certains postes, et ça, leur place n'est pas sur chantier, mais plutôt sur une plage au soleil, en dessous d'un parasol avec une bonne bière. Alors vous voyez donc ici, il faut bien prévoir les zones de stockage à l'avance pour essayer de limiter au fur et à mesure du temps les rotations un peu trop nombreuses des stockages, puisque c'est ça qui donne aussi une perte logistique. Et essayer de prévoir un budget le plus juste possible pour essayer d'avoir vraiment un niveau qui est bien cadenassé et bien maîtrisé du point de vue de votre budget. Ça va? Je terminerai la conclusion de ce cours numéro 1 sur la notion même qui est que le temps perdu ou semble perdu avant la phase de travail, d'exécution, est toujours un temps gagné après, puisqu'on aura toujours, quoi qu'il arrive, une phase de réflexion au préalable. Voilà, ceci clôture votre première leçon sur l'installation de chantier.